Monsieur le Président du Césaire, Mesdames et Messieurs les Présidents, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. En tant que vice-président de la Commission 1, je souhaiterais tout d'abord remercier et féliciter les collaborateurs du Césaire qui nous accompagnent dans nos travaux, Madame Gognaud et Monsieur Mazia, pour leur disponibilité et la qualité de leur travail. Je remercie également les personnalités auditées pour l'éclairage qu'elles ont su apporter et les membres de la Commission pour leur assiduité et leur participation. Je tiens enfin à souligner l'investissement et la vigilance dont a fait preuve notre rapporteur Madame Mauvin dans la conduite de la rédaction de cet avis. Considérant que le service ferroviaire est un outil fondamental d'aménagement et de développement économique du territoire, le premier collège se félicite de la signature de la Convention TER qui doit et va contribuer à la dynamique de croissance de l'Occitanie. L'Occitanie a l'une des plus fortes croissances de France, avec 51 000 nouveaux arrivants chaque année, 150 milliards d'euros de PIB, 2,4% de création nette d'emplois en 2017, mais c'est également une des régions les plus enclavées. Ces infrastructures de transport sont saturées, les centres urbains de Toulouse et de Montpellier sont l'objet d'embouteillages quotidiens, la plupart des autres grandes villes régionales ne sont pas en reste. Les autoroutes qui traversent notre région, empruntées chaque année par plusieurs millions de poids lourds, sont elles aussi très, voire trop fréquentées. La section de l'A9 Gaillard-de-Lunel, la plus fréquentée, est empruntée chaque jour par 14 000 poids lourds. Aux entrées nord et sud de Toulouse, ce sont 13 000 passages quotidiens. Quant à la section frontalière de Bouloux-le-Bertus, elle enregistre un trafic moyen de 10 000 poids lourds chaque jour. La liberté pour chacun d'aller et venir est garantie par la Constitution. Cette situation, de fait, la met à mal. Dans ce village global qu'est devenu notre planète, nous devons pouvoir garantir en Occitanie la mobilité pour tous, celle qui accompagne le développement économique et social, assure l'égalité et la cohésion territoriale et protège notre environnement et notre cadre de vie. Nos concitoyens veulent plus de transport. Depuis 2002, nos TER ont connu une augmentation continue de la fréquentation de plus 60% et les prévisions de demande globale de transport sur rail de 2012 à 2030 s'affichent à des niveaux encore plus importants. L'enjeu est donc de rendre les transports en commun, au premier rang desquels les TER, plus performants que la voiture individuelle, mais aussi plus attractifs, car nos concitoyens veulent également des transports de meilleure qualité. C'est le but de cette convention, qui définit de nouvelles ambitions en termes de ponctualité, qualité de l'information, fréquence et temps de parcours, grille tarifaire, coordination avec les TGV intercités et autres modes de transport. Le premier collège se félicite donc de l'augmentation de l'offre afin de répondre aux besoins de déplacement des citoyens et acteurs économiques en zone dense et de relier les territoires avec un maillage qui préserve et développe les bassins de vie et d'emploi. Cette augmentation se traduit concrètement par 72 circulations nouvelles, représentant 40% de places en plus, soit 37 000 places supplémentaires chaque jour sur le réseau. Cette convention fixe également de nouvelles exigences de qualité de service, avec 5 indicateurs, qui généreront des bonus et des malus potentiellement conséquents. Ces indicateurs mesureront la ponctualité, dont l'objectif est d'atteindre 92% de TER à l'heure en 2025, contre 87,6 en 2017, le respect des compositions, le nombre de places proposées devant être conforme aux besoins identifiés et à la capacité d'emport prévue, mais ils mesureront également la qualité perçue et satisfaction des voyageurs et la qualité produite. Et enfin, la fiabilité avec un objectif de réduction de 20% des suppressions, soit 500 TER qui circuleront en plus chaque année. Sur ce dernier indicateur, le premier collège apprécie à sa juste valeur le saut de performance que l'opérateur va devoir réaliser pour atteindre ce résultat. Le premier collège prend également acte avec satisfaction du fait que cette convention propose de nouveaux tarifs attractifs pour les jeunes et maîtrise l'évolution du coût pour les salariés, accentue la lutte contre la fraude et le sentiment d'insécurité, propose des gares mieux équipées, amélioration des conditions d'attente, équipement Wi-Fi, davantage d'écrans d'information, augmente le confort grâce à des matériels neufs et exige l'amplification de la performance écologique du train. Bien que 10 fois moins polluant que la voiture, le TER d'Occitanie va en effet continuer à réduire son empreinte environnementale avec des matériels roulants innovants et des expérimentations de solutions nouvelles, comme par exemple des gares autonomes en énergie. Bien sûr, on pourrait estimer que cette montée globale en qualité, bien que déjà significative,
reste encore améliorable et que la présence humaine est insuffisante, du fait entre autres de l'automatisation de l'ouverture des gares ou du développement du digital. C'est certainement possible. Mais attention, tout service a un coût. L'effort budgétaire consenti par la région est important. Ce sont plus de 300 millions d'euros par an qui vont être investis, soit près de 2,5 milliards sur la durée de la convention, une hausse de 12% par rapport à la période précédente. Cet effort, nous le saluons et nous le cautionnons. Mais s'il allait au-delà, cela se ferait forcément au détriment d'autres secteurs qui ont tout autant besoin d'être soutenus et développés, en sachant que, bien entendu, l'augmentation des prélèvements fiscaux ne saurait être une option envisageable. De la même manière, nous saluons l'effort fait par SNCF, qui, challengé par la région, a réussi à augmenter le niveau quantitatif et qualitatif de son offre de services dans une proportion supérieure à celui de l'augmentation de la contrepartie financière qu'elle recevra. Elle va pour cela continuer à optimiser ses process, expérimenter des solutions nouvelles, innovantes, et ce tout en préservant la présence humaine. 97% des gares conserveront un guichet de vente. Une attention particulière sera portée aux zones rurales et l'amplitude des horaires de vente sera adaptée à la réalité de la fréquentation. Quant au digital, il se développe à un rythme soutenu ces dernières années et la SNCF se contentera d'accompagner cette tendance. En conclusion, le premier collège considère que cette convention est à la fois ambitieuse et équilibrée, à un juste prix, avec des fondamentaux conservés. Sa durée de 8 ans est un gage de confiance vis-à-vis de l'opérateur historique. Elle demandera cependant de la part de la région une vigilance permanente afin d'en mesurer les effets et de l'adapter par voie d'avenant autant que nécessaire. En conséquence, le premier collège votera le présent avis. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci à Jean Franquès. Pour son intervention, je vais passer la parole au deuxième collège dans l'ordre suivant. A été convenu au bureau le 4 juin, demandé. Le collège avoir... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à l'occasion de sa réunion du 28 mai 2018 au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude à Carcassonne, l'ensemble des conseillères et conseillers du collège salarié du Conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée a souhaité porter unanimement à travers mon intervention une inquiétude portant sur nos services publics. La baisse drastique des dotations de l'État doit être corrigée. Cette position fermement défendue par les collectivités et notamment par notre région est également portée par notre Assemblée de manière constante. Cette austérité budgétaire affaiblit durablement nos territoires et fragilise considérablement notre modèle social. Dans ce contexte, le recul de l'État sur nos territoires a au moins 2 effets majeurs. Il risque d'aggraver les difficultés existantes au détriment des zones et des populations éloignées les plus défavorisées. Il met à mal les perspectives de croissance économique, freinant ainsi les politiques publiques structurantes en matière d'économie et de social. L'État doit avoir une vision et une stratégie de long terme pour les services publics et tous les agents qui en assurent le bon fonctionnement. Ce que nous pouvons savoir de la stratégie qui devrait être déployée sur la base du rapport appelé CAP 2022 n'est pas fait de ce point de vue pour nous rassurer. Nous avons toujours considéré qu'il était nécessaire de garder intacte notre capacité à investir pour notre avenir. Dans ce sens, le Césaire a porté dans ses différents avis son opposition au principe de privatisation. Pour l'État, comme pour les collectivités, poursuivre l'effort de redressement de notre pays et garantir son unité sociale et territoriale, c'est, entre autres mesures, garder dans le périmètre de l'État, parfois adossé aux grandes collectivités, les infrastructures qui conditionnent l'attractivité de la France, de notre territoire et les filières industrielles stratégiques pour lesquelles nous sommes encore des leaders mondiaux. Le transport est un des points clés de cette attractivité car il garantit un maillage territorial assorti à une utilité sociale déterminante.
La réforme du système ferroviaire imposée par le gouvernement sans réelle négociation avec les organisations syndicales de cheminots ne peut nous laisser insensibles. Il s'agit d'un retour en arrière de 80 années qui conduit le transport ferroviaire sur une voie sans issue. À l'époque, l'État sauvait les compagnies privées des chemins de fer en les nationalisant. Aujourd'hui, l'État doit poursuivre en sécurisant nos équipements structurants en matière d'aménagement du territoire. Et la SNCF ne peut être sacrifiée pour des vues à court terme. La dette de la SNCF est en réalité de l'investissement infrastructurel qui a permis de développer notamment nos LGV. Ces investissements ont été imposés par l'État au détriment du réseau classique et de l'emploi. En effet, pendant des décennies, la seule recette appliquée pour rechercher l'équilibre financier a été la suppression de dizaines de milliers d'emplois de cheminots sans impact sur cette soi-disant dette qui n'a fait que de se creuser. Le statut des cheminots, aucunement visé par les directives européennes, se trouve injustement et dogmatiquement sacrifié par le gouvernement dans le projet de ce nouveau pacte ferroviaire. L'ensemble des conseillères et des conseillers du collège salarié du Conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée réaffirment avec force que la SNCF, avec l'ensemble de son personnel, n'est pas un coût, mais bel et bien une richesse nationale. Au-delà de la SNCF, les agents qui assurent les missions essentielles au bon fonctionnement de tous les services publics doivent être reconnus, respectés et valorisés. Et je laisse donc maintenant la parole aux différentes tendances du Collège 2 pour s'exprimer sur la Convention de terre, et je vous remercie de votre attention. Monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le président du CESER, mesdames et messieurs conseillères et conseillers. C'est dans un contexte un peu particulier que la commission 1 a été saisie par le conseil régional pour formuler un avis sur la convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs. En effet, cet avis portera sur une convention déjà signée entre le conseil régional et SNCF Mobilité et entrée en vigueur depuis le 23 mars 2018. De plus, cet avis s'inscrit dans un contexte politique où l'incertitude sur le contenu précis du nouveau pacte ferroviaire pourra possiblement avoir une incidence sur la trajectoire économique de la convention. Globalement, nous ne pouvons que nous satisfaire du choix assumé du conseil régional de continuer à travailler avec l'opérateur historique qu'est la SNCF. Le contexte national n'était pas forcément propice à cette prise de décision et nous en sommes donc très satisfaits. Les perspectives d'évolution d'offres à la hausse d'un volume de 11% en fin de convention nous paraissent aussi aller dans le bon sens. Cependant, nous émettons tout de même quelques réserves quant à leur mise en œuvre. La notion de productivité mentionnée dans la convention laissant craindre que ces évolutions positives de charge se fassent à coût constant à la SNCF. Nous déplorons par contre certaines évolutions concernant les services en gare et à bord des trains. En ce qui concerne le service en gare, nous passons d'un volume annuel d'heures d'ouverture des guichets d'environ 304 600 heures à ce jour à une possibilité pour la SNCF de descendre à 183 000 heures à l'échéance fin 2019. Cela équivaudrait à une baisse du nombre d'heures d'ouverture d'environ 40%. Ce chiffre tranchant avec l'affichage du maintien de 97% des points de vente sur notre région. Au vu de la fracture numérique, cette baisse très importante, si elle devait intervenir, se ferait indéniablement sur le dos de la qualité et du niveau de service rendu aux usagers et de l'emploi cheminot. En ce qui concerne l'accompagnement des trains, le constat est lui aussi inquiétant. Si l'on compare avec la dernière convention midi-pyrénéenne, où il était stipulé que tous les trains devaient être équipés d'au moins un agent du service commercial train, hormis sur la section de ligne Toulouse-Arène-Colomiers, la CGT déplore que la convention actuelle laisse énormément de latitude à la SNCF. En effet, cette dernière institue, je cite, « La circulation des trains est prioritaire par rapport à l'accompagnement. L'absence d'accompagnateur ne justifie pas la suppression d'un train, sauf pour des raisons de sécurité liées à l'exploitation ferroviaire. La SNCF
n'aura pas tardé à appliquer cette disposition. Elle organise en effet la mise en place de l'équipement agent seul et de l'accompagnement non systématique, et ce dès le mois d'octobre sur les axes Toulouse-Montauban et Toulouse-Foix. Sa traduction est immédiate et sans appel. Cela représente, d'après les chiffres présentés en commission économique du comité d'entreprise de la SNCF, 15 emplois équivalents temps plein qui disparaîtront dès le mois de novembre 2018. Si cette logique était étendue à l'ensemble du produit City, au vu des périmètres géographiques et du nombre de lignes considérées, nous avons là aussi des craintes sur l'impact que ces choix pourraient avoir en termes de qualité de service, de sûreté à bord des trains et en termes d'emploi cheminot. C'est dans une période nationale hostile à la SNCF et à ses personnels que cette signature acte au travers de cette convention la confiance qu'a le conseil régional vis-à-vis des cheminots et de l'opérateur historique qu'est la SNCF. Nous avons pour les 8 années à venir une convention TER que le conseil régional a voulu volontariste qui devrait permettre de développer le transport par rail. La CGT considère que cette convention dans son ensemble va dans le bon sens. Elle prend en compte les enjeux environnementaux d'aménagement du territoire en proposant une augmentation significative de l'offre, incitative au report modal de la voiture vers le train. Nous devons pour autant être d'une grande exigence quant aux moyens que la SNCF doit mettre en œuvre pour garantir un haut niveau de qualité de service. La région Occitanie, au travers de cette convention, éjecte 300 millions d'euros par an, soit environ 2,5 milliards d'euros sur la durée de la convention. C'est l'argent des citoyens et ils sont en droit d'attendre un niveau et une qualité de service qui correspondent aux besoins des populations de notre région. Il faut donc placer la direction SNCF sous surveillance citoyenne du conseil régional, du Césaire, des comités d'usagers et des associations de consommateurs. Le groupe CGT votera cet avis. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Je rejoins la CGT pour un suivi des biens précis. Monsieur le Président du Césaire Occitanie, Mesdames, Messieurs les conseillers, chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui à examiner a posteriori un avis sur la Convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs signée le 9 avril 2018 par la présidente du Conseil régional. Pour autant, cet avis nous paraît utile, puisque cette convention sera amenée à évoluer d'ici 2025. À ce titre, la CFDT souhaite vivement que le désengagement de l'État, porté en germe dans la réforme ferroviaire, ne se traduise pas par l'abandon des réouvertures de lignes projetées dans le cadre de cette convention. En préambule, cette convention TER affiche l'ambition de donner la priorité au transport ferroviaire en améliorant son attractivité face au mode de transport individuel. Dès lors, les deux questions que nous avons à nous poser sont: cette convention se donne-t-elle les moyens de ses ambitions? Cette convention répond-elle aux besoins exprimés par nos concitoyens lors des états généraux du rail et de l'intermodalité? La première demande portait sur le développement de l'offre. La CNDT salue à ce titre la volonté de la région de développer l'offre ferroviaire de 11%. Pour autant, nous estimons qu'il conviendra de mesurer tout au long de la convention si ce développement suffira à répondre aux besoins croissants de mobilité liés aux tensions démographiques sur notre région, avec l'arrivée, comme le soulignait le représentant du préfet, de 50 000 habitants chaque année. Nous notons également, comme la Commission, que la relation Toulouse-Montpellier aurait mérité une attention particulière. Sur cet axe, en effet, l'effet réseau régional n'est toujours pas ressenti. Nous partageons également le souhait de voir prolonger les circulations transfrontalières côté espagnol avec des terminus Porto et Puigcerdà. Et nous rappelons à ce titre que les infrastructures ferroviaires existent déjà et qu'ils pourraient donc être facilement exploités commercialement. Mais pour jouer son rôle central dans le quotidien de nos concitoyens, le transport ferroviaire doit avant tout être fiable. La CFDT note avec intérêt le saut qualitatif souhaité par la région avec des objectifs plutôt ambitieux fixés par l'opérateur avec 92% de ponctualité en fin de convention, soit 4 points de plus, ce qui n'est pas négligeable, baisse de 20% du nombre de trains supprimés. Pour autant, nous pouvons aussi nous interroger sur la capacité de l'opérateur à atteindre ces objectifs. Les causes de suppression de trains imputables à SNCF Mobilité sont essentiellement liées à l'absence de personnel de conduite ou encore à l'absence de rames disponibles.
S'il entend respecter ses engagements, l'opérateur devra donc se poser objectivement la question de l'adéquation charges-ressources ainsi que de ses process de production. Concernant la future gamme tarifaire applicable le 3 juillet 2018, la CFDT, dans sa contribution aux EGRIM, souhaitait entre autres une harmonisation régionale, une tarification sociale, des formules d'abonnement claires et diversifiées, des tarifications multimodales. Nous pouvons considérer que ces vœux ont été en partie exaucés, même si nous regrettons que cette harmonisation entraîne une augmentation des prix de certains produits de 3 à 6%. Concernant les services et à bord des trains, la CFDT déplore que la volonté du Conseil régional ne soit pas plus marquée. Une trop grande latitude est laissée à l'opérateur, notamment sur la présence humaine dans les gares et dans les trains. Ainsi, la SNCF projette de supprimer le 15 octobre 2018 la présence systématique des contrôleurs à bord des trains sur des axes comme celui de Toulouse-Foix, ce qui correspond à un temps de parcours de 1h15 sans présence de contrôleurs pour réguler la vie. La CFDT ne peut pas accepter cette déshumanisation des gares et des trains, particulièrement sur ces lignes qui dépassent largement la zone périurbaine des métropoles. Nous invitons donc le Conseil régional à se saisir à nouveau de ce sujet. En conclusion, cet avis reflète assez fidèlement l'analyse de la CFDT. Nous voterons donc cet avis. Nous remercions particulièrement Jean-Guy Mazia, Stéphanie Dogno. Merci également à la rapporteuse Odile Morin, ainsi qu'à la présidente de la commission, Christine Sanchez, pour le pilotage et la coordination de l'écriture de la vie. Merci de votre attention. Merci à toi. Eliane Tessier. Le propos sera suivi de José Gomez. Monsieur le Président du Césaire, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, la signature de la Convention de service public ferroviaire régional de transport des voyageurs 2018-2025 entre la région Occitanie et la SNCF découle de rudes négociations. Dans un contexte d'austérité générale auquel la SNCF n'échappe pas, la région a su effectivement imposer quelques-unes de ses préoccupations, à savoir une obligation de résultat en termes de fiabilité, de ponctualité, d'information des usagers, une gamme tarifaire qui se voulait à la fois sociale et incitative, une amplitude d'horaire d'ouverture des gares la plus large possible. En tout état de cause, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, Force ouvrière salue la volonté politique de la région de pérenniser pour cette année la contractualisation de la convention TER avec l'opérateur historique SNCF. Cet engagement sur la durée rendant possible l'investissement dans du matériel neuf, adapté et performant. Pour autant, sur bien des points, cette convention ne satisfait pas Force ouvrière, notamment sur la présence en gare et à bord des trains, sur la tarification ou encore l'accessibilité. Force ouvrière fait donc sienne chacune des remarques positives exprimées dans le projet d'avis, mais partage aussi chacune de ses interrogations. Force ouvrière votera donc ce projet d'avis. Mais dans un contexte social tendu, notamment à la SNCF, Force ouvrière tient à rappeler ici son attachement aux valeurs républicaines, qui seules garantissent à chaque citoyen français, en tout lieu du territoire, une égalité de traitement. En effet, si les gouvernements français successifs avaient été garants de ces valeurs républicaines et avaient défendu un service public assuré par des fonctionnaires, nous ne serions pas ici à rappeler les grands principes auxquels tout usager potentiel du TER est attaché. C'est en effet parce qu'on a détricoté la SNCF durant des décennies que le service n'est plus de qualité, que l'usager a laissé tomber les transports publics au bénéfice de l'automobile, que l'on connaît aujourd'hui des problèmes de sûreté, voire de sécurité. En automatisant les petites gares, en supprimant le chef de gare qui assurait aussi un rôle de vente-conseil, en supprimant des arrêts, en supprimant des liaisons dites non rentables, on a incité les usagers à trouver d'autres solutions. Quitte à prendre sa voiture pour aller acheter le billet ou pour rejoindre la gare, autant continuer son trajet en voiture. En confiant les missions d'entretien des voies à des compagnies privées qui ont délaissé certaines missions comme l'entretien du ballast des abords des voies pour ne garder que l'entretien le plus urgent, on a mis en danger certaines portions de voies, notamment sur des lignes dites secondaires. Mais pour autant, les usagers ou les voisins de ces lignes secondaires ne sont pas des citoyens de seconde classe. En supprimant les contrôleurs à l'intérieur des trains,
car c'est bien là le quitus que la région a donné à la SNCF dans la convention qui nous intéresse. On va à coup sûr non seulement encourager la fraude, mais aussi les incivilités, les actes de violence devenus monnaie courante dans notre civilisation moderne. Mais en cas d'incident ou d'accident, qui prendra en charge la gestion des passagers? Qui les guidera? Qui les rassurera? Le conducteur? Non, c'est bien une équipe d'agents dont on a besoin dans un train. Quant à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées, les intentions pieuses des gouvernements en place ne sont jamais suivies des faits. Pire encore, aujourd'hui, nous pouvons même parler de régression. Sur la tarification, là encore, le Césaire se pose la question à juste titre de l'équité entre tous les citoyens. Les billets contingentés à 1 € bénéficieront-ils vraiment aux plus défavorisés, qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet ou même une imprimante chez eux, ou bénéficieront-ils aux plus opportunistes? Oui, si Force ouvrière reconnaît la difficulté qu'a pu rencontrer la région pour aboutir à un protocole acceptable où certaines garanties ont pu être obtenues, Force ouvrière n'en demeure pas moins très inquiète quant au devenir du TER et du transport ferroviaire en général, notamment avec la nouvelle réforme en cours. Merci. Merci à toi. Sera suivi de Daniel Mémin, dernier intervenant des élèves collège. Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, dans un contexte politique particulier concernant l'entreprise publique SNCF, la Commission 1 a œuvré pour rédiger un avis éclairé sur la convention de TER Occitanie qui lie la région à la SNCF, l'opérateur historique. La convention d'une durée de 8 ans couvre la période de 2018 à 2025 avec une clause de revoyure en 2021. Cette convention se traduit par des éléments intéressants. Un souhait de la région Occitanie d'avoir une convention ambitieuse en matière d'amélioration de l'offre de service et de la qualité de service, la nécessité pour la région de maîtriser l'évolution de sa contribution financière, un témoignage de l'engagement fort de la région en faveur du transport ferroviaire de l'opérateur historique SNCF, un affichage pour construire un service public régional de transport de qualité, une segmentation de l'offre et des services en gare et dans les trains pour améliorer la lisibilité de l'offre. Des développements d'offres de transport ferroviaire envisagés sur la période 2018-2021 de l'ordre de 11%, dont 635 000 trains kilomètres déjà présentés dans le cadre du protocole d'accord signé le 28 décembre dernier. Le transfert de la ligne intercité Sévenol au sein de la convention d'exploitation de TER, le développement d'un nouveau schéma de distribution, mais pouvant conduire, compte tenu de la tendance observée, à atteindre 50% de digitalisation en fin de convention, la distribution des billets à 1 €, la mise en œuvre d'une future gamme tarifaire harmonisée, un mécanisme contractuel basé sur un niveau de charge forfaitaire CE défini pour la période 2018-2021 avec indexation conventionnelle, un plan pluriannuel d'investissement annexé à la convention d'exploitation qui doit être décliné en convention d'investissement spécifique, dont certaines sont déjà en cours d'approbation. À cette liste non exhaustive de décisions répondant aux attentes, il y a des zones d'ombre que nous ne pouvons passer sous silence. Il y a un questionnement fort, il y a une inquiétude, une crainte sur la garantie de présence humaine adaptée en gare et à bord des trains. Pour l'UNSA, la déshumanisation des services en gare et à bord des trains est contre-productive et pénalise l'offre de transport. Dans les gares et dans les trains, la présence de personnel formé et qualifié répond aux préoccupations des utilisateurs et du donneur d'ordre. Donner les informations, assurer un service commercial, rassurer et sécuriser. L'UNSA n'ignore rien des arbitrages budgétaires auxquels la région a été confrontée et s'interroge sur les conséquences pour le personnel dans le cadre du modèle économique actuel. Il faudra bien un jour que la loi apporte, et c'est peut-être le cas de la future loi d'orientation sur les mobilités, une solution pertinente et pérenne aux multiples problématiques. Il est essentiel de répondre aux défis de l'aménagement, du développement durable et équilibré du territoire régional. Le contrat établi entre ces deux entités est un contrat mesuré et équilibré qui s'inscrit dans une volonté forte de privilégier le train comme mode de transport essentiel dans la mobilité quotidienne et comme mode structurant du territoire.
Notre organisation syndicale, l'UNSA, votera cet avis malgré les inquiétudes. L'UNSA pose dès maintenant des questions qui ne pourront pas rester sans réponse, car une stratégie de développement ne peut s'écrire qu'avec les femmes et les hommes en charge de la mer. Quels accompagnements, quelle formation, quelle politique pour associer, quelle volonté de co-construire. Voilà les défis à relever à l'Occitanie avec une loi de réforme de la SNCF définitivement adoptée. La satisfaction du gouvernement est à la mesure du risque pris, mais elle ne masque pas les ratés de la négociation et le climat délétère qui règne désormais à la SNCF. Les questions restent. Y avait-il du sens à cette réforme? Y avait-il une vision, une stratégie pour le ferroviaire? La France veut-elle maintenir l'ambition d'un réseau terrestre écologique profondément collectif, connecté aux territoires urbains et ruraux, avec les gares comme point d'ancrage d'une multimodalité triomphante? Cette question essentielle a été balayée par l'exécutif. La nation doit exiger du rail qui contribue à une économie plus écologique au service des territoires et des ports, qu'il élargisse son horizon à l'Europe, qu'il s'ouvre à des forces nouvelles. L'engagement de la nation doit aller avec une stratégie créatrice de valeur, mobilisatrice d'initiatives et de créativité. Les partenaires sociaux, ceux tant décriés ces dernières semaines, les partenaires sociaux, l'État, la société civile ici présente auraient dû s'asseoir à la table de l'avenir d'une entreprise en danger et d'un pays qui sacrifie ses campagnes et ses villes moyennes, désespère ses banlieues et asphyxie ses enfants. L'UNSA vous remercie pour votre écoute. Monsieur le Président du Césaire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs. D'abord, par rapport à la déclaration que vient de faire l'UNSA à l'instant, par rapport à la loi qui a été votée et autres, je livre à votre sagacité un sujet de philo de ce matin. Toute vérité est-elle définitive? Solidaires en Occitanie votera ce projet d'avis, comme nous avons voté celui sur le protocole d'accord région SNCF en fin du dernier mandat. Nous le voterons parce qu'il souligne assez clairement les progrès enregistrés, mais aussi les doutes, les craintes et les désaccords que soulève cette convention, et ils sont plus nombreux que ceux portant sur le protocole, mais nous ne les reprendrons pas ici, parce qu'ils ont été largement développés par nos camarades. Nous tenons à saluer le positionnement politique de la région, quand elle refuse clairement la privatisation dans laquelle se sont votés plusieurs conseils régionaux. Nous reconnaissons aussi que cette convention est porteuse de volonté et de progrès incontestables sur plusieurs aspects. Oui, mais comment la détacher, cette convention, du contexte général lié à la question ferroviaire? C'est impossible, à plusieurs titres. Mais surtout parce que ce contexte peut la remettre en grande partie en cause. Alors, parce que nos syndicats de solidaires et les agents de la SNCF sont encore et toujours en lutte contre la volonté destructrice de ce gouvernement et maintenant du Parlement, nous voulons revenir sur ce contexte. Pour le faire, et notamment pour mettre à bas le simplisme, voire la désinformation à laquelle nous sommes confrontés, nous avons choisi de vous lire de courts extraits, très courts extraits, d'un courrier adressé par nos camarades de Sudrail au Président de la République, au Premier ministre. Nous demanderons à ce que ce courrier, dans son intégralité, soit à votre disposition sur le site du Césaire. Donc les courts extraits. Le système ferroviaire n'est pas assimilable aux autres services publics ou privés en réseau. Techniquement, un train n'évolue pas dans trois dimensions, comme l'avion, ni dans deux comme un véhicule routier, mais dans une seule et unidirectionnelle. Voyageurs ou marchandises sont dans le réseau, contrairement à l'électricité, l'eau, le téléphone ou l'usager des cas d'extrémité. La maintenance ou le développement doit se faire en continuant les dessertes. Il faut coordonner des services très différents sur un réseau entier interconnecté. C'est en rassemblant les leviers de production dans la même main que l'on peut tirer de ce système rigide le maximum de souplesse dans les arbitrages quotidiens pour garantir sécurité, qualité de service et moindre coût pour la collectivité. Or, depuis 20 ans, la politique ferroviaire de l'État a démembré le système ferroviaire. Et je ne fais pas l'énoncé de toutes ces décisions. Les résultats de cette politique qui a isolé fonctions et activités les unes des autres, avec leur logique de rentabilité propre, sans vision système, sont terribles, et notamment une dégradation de la santé psychique des cheminots qui plongeaient dans des réorganisations incessantes qui cassent les collectifs,
isole chacun dans la compétition avec l'autre, provoque toute une série de dégradations, culminant dans le drame des suicides au travail, en augmentation continue. Plus de 50 suicides en 2017, pour 145 000 cheminots et sans doute le double de tentatives. Or, le pacte ferroviaire, votre pacte ferroviaire, puisque nos camarades s'adressent au président de la République et au Premier ministre, ne rompt pas avec cette logique nocive, il l'intensifie. Le ministère du Travail autorise les SNCF à n'envisager que 33 conseils sociaux et économiques dans la nouvelle mouture des instances représentatives du personnel. 33 CSE de plusieurs milliers d'agents, sans aucun délégué de proximité. Les difficultés liées aux conditions et aux organisations de travail échapperont à tout dialogue social et risquent d'aboutir à plus de conflictualité, de pathologies de surcharge, donc d'absentéisme et de suicide ou de tentatives. En fixant des objectifs impossibles, en engageant les agents dans une compétition généralisée pour éviter le licenciement ou le transfert chez le concurrent, en favorisant la répression antisyndicale, ainsi que la disparition de la représentation de proximité du personnel, vous ne laissez plus que l'issue d'actes désespérés, mise en danger de soi-même, sabotage, suicide ou tentative. Nous attirons votre attention sur ce dernier point. Comme les travaux des psychologues en psychodynamique du travail l'ont montré depuis longtemps, on se suicide alors lorsque aucun champ de sa construction intime n'offre un appui suffisant pour tenir. Les dirigeants SNCF le savent, puisque circule parmi eux une étude commanditée en 2011 sur plusieurs suicides survenus à cette époque qui détaillait avec finesse et pertinence comment les organisations du travail, imbriquées dans les personnalités et parcours des protagonistes, avaient fini par priver l'agent du socle psychologique nécessaire à la continuation de sa vie. Comme tous les cheminots, c'est ce que nos camarades concluent leur courrier, et je conclurai par ça, comme tous les cheminots, nous ne pouvons admettre que le prix de votre modernité soit la dégradation de la sécurité et de la qualité du service pour les usagers et la souffrance et la mort au travail pour les salariés. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants de la région Occitanie, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental d'Occitanie, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, le groupe association du 3e collège, on fait signe qu'il y a un petit problème, le groupe association du 3e collège, composé des associations, mouvements associatifs, consommateurs, Fondation du patrimoine, familles et personnes âgées, parents d'élèves, sport, culture, jeunesse et éducation populaire, étudiants, politique de la ville, information, jeunesse, droits des femmes, économie familiale, environnement, club de la presse, pêche et chasse, a souhaité s'exprimer concernant le projet d'avis sur la convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs 2018-2025. Et ce document émis par la commission 1, aménagement du territoire, politique environnementale et énergétique, transport, infrastructure numérique et hébergement. Nous tenons tout d'abord, à travers sa présidente, Madame Christine Sanchez, son vice-président Jean Fontes, sa secrétaire et rapporteur Odile Morin, à remercier l'ensemble des membres de la commission pour leur travail effectué et les remarques pertinentes. Sans oublier bien sûr Jean-Guy Mazia, chargé de mission, et Stéphanie Gognaud, secrétaire, qui, nous le savons tous, à travers leur mission, nous allègent de tâches lourdes de transcription, d'organisation et de synthèse. Et à travers eux, je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnels qui ont la même fonction dans les autres missions. Après lecture attentive de la convention de service public régional par Lyon et du projet d'avis de la dite commission, nous souhaitons mettre en évidence les points suivants. Tout d'abord, comme l'a indiqué Monsieur le Président Chauzy, nous regrettons que le calendrier n'ait pas permis une consultation sereine du Césaire. Cependant, nous espérons que les futurs avenants s'organiseront dans un temps compatible avec notre mission, afin d'être force de proposition et de mettre en évidence notre capacité à collaborer pleinement avec les services de la région et l'Assemblée exécutive, et ce, au profit de tous. Cette remarque faite, cette convention contient beaucoup de points positifs,
qui met en valeur la politique volontariste de la région Occitanie pour homogénéiser notre territoire et respecter l'équité envers chacun, accessibilité, politique tarifaire. En effet, la mobilité est l'une des clés d'accès à l'emploi, la répartition de l'habitat en évitant le développement uniquement dans les zones côtières ou les grandes métropoles, qui est un des facteurs actuels, et un facteur de cohésion et de développement global de notre nouvelle région. Un rappel de bon sens. Un bon voyage est un trajet rapide et sûr, avec des trains qui partent et arrivent à l'heure, avec des correspondances utilisables, c'est-à-dire pas 3 quarts d'heure, 1 heure d'attente ou 3 minutes pour changer de train. Un territoire bien couvert en termes de desserte et de fréquence de passage, et le tout avec sûreté et sécurité. Donc, quelque chose de ressenti au niveau des usagers, la satisfaction, mais c'est aussi un environnement global, c'est-à-dire la propreté, un accueil humain, des informations, la pratique de langues régionales et étrangères. L'accès intermodal et possibilité d'accès à d'autres trains, type TGV, Intercité, bus, etc., le tout avec un budget raisonnable. Nous ne reprendrons pas en détail les éléments du projet d'avis de la Commission 1, mais simplement éclairer plus précisément certains points notables. Les marqueurs de fiabilité, ponctualité, qualité de cette convention nous semblent trop imprécis. Les incitations bonus-malus nous semblent largement insuffisants et ne sont pas constitutifs d'une réelle motivation financière de l'opérateur. L'information des usagers est à préciser, entre autres le délai de réaction de la SNCF qui est peut-être à préciser là aussi. La fréquence des dessertes, l'intermodalité d'accès à 1000 trains est à définir. L'idéal est de prendre le train comme on prend sa voiture. Ça peut être un peu vieux pour le moment. La rupture de charge, c'est-à-dire en fait le fait de changer de moyen de transport ou simplement de train, est un des gros problèmes et un des facteurs freins générant du stress et des contraintes pour l'utilisateur. La disparition des agents de bord permettra-t-elle à un PMR de prendre, à une personne à fluidité réduite, de prendre un train dans une gare isolée? Est-ce qu'il y aura du matériel adapté? Est-ce que ce sera utilisable? Tout ça, point d'interrogation. Simplifier et préciser la politique tarifaire SNCF et régionale. Des distributeurs de billets plus facilement accessibles, pourquoi pas à travers la poste ou à travers d'autres lieux qui permettraient de simplifier l'accès à la billetterie et ne pas être obligé de prendre son véhicule pour aller à la gare. Un manque est cependant apparu. C'est la question des lignes de faible niveau d'utilisation et non rentables. Nous avons la conviction que même si l'exploitation s'arrête, elles doivent être protégées au minimum en tant qu'emprise linéaire, d'une part, et avec un entretien sommaire afin de préserver ces installations. Nous ne savons pas quelle va être l'évolution de notre pays. Il est donc nécessaire de pouvoir bénéficier de ces infrastructures existantes pour les remettre entre guillemets au goût du jour. Alors pourquoi pas avec des véhicules autonomes ou des véhicules plus adaptés à des faibles utilisations, mais qui permettront de continuer à avoir un lien entre les zones les plus isolées et les points, les nœuds locaux. Donc nous partageons les préconisations de cet avis. En conclusion, le groupe association votera l'avis du César. Merci. Merci bien.